Le pianiste sans visage, le sacre du printemps. Le lendemain, je cherchais Pierre en vain dans la cour. Il fallait bien que nous nous contactions avant le samedi qui venait. Je n'osais pas lui téléphoner la première. Je ne pourrais pas le rejoindre sur notre banc avant le mardi suivant. Et s'il était absent, tombé malade, ou s'il avait changé d'avis? J'avais eu tort de l'embrasser. J'avais dû le choquer. J'échafaudais 1000 hypothèses folles. Mais le vendredi soir, Mouti frappa à la porte de ma chambre. Jeanne? Téléphone. C'était Pierre. Soudain, je fus soulagée d'un poids gigantesque. Tu es toujours d'accord pour venir au concert demain? Bien sûr, mais je n'ai pas encore prévenu Mouti. Je viens de le faire, dit Pierre. Elle a été d'abord étonnée que tu ne l'aies pas mise au courant, mais elle a dit qu'il n'y avait pas de problème. Je ne savais que lui répondre. J'étais ravie qu'il ait pris les devants. Cela m'évitait de justifier moi-même cette sortie à Mouti. En même temps, je me sentais un peu lâche. Je passe te prendre demain soir à 8 heures. Je te raccompagnerai après le concert. Pendant le dîner, Mouti ne fit aucune remarque, mais j'étais trop émue pour ne pas me confier à quelqu'un. Ce fut Oma. J'ai une grand-mère formidable. Je peux tout lui dire, je ne la choque jamais. Le samedi soir, Pierre était là avant 8 heures, en chemise, veste légère et cravate, presque une tenue de jeune mariée. Il est vrai que j'étais moi aussi sur mon 31, comme on dit. J'avais passé une bonne heure à essayer de multiples vêtements, pulls, vestes, jupes, pantalons et ensembles divers. Finalement, Mouti m'a prêté son chemisier en soie pour la circonstance. Dans le métro, debout face à moi, Pierre m'observait. Il profita d'un arrêt un peu brusque qui nous avait projetés l'un contre l'autre pour me chuchoter à l'oreille. Vous êtes très jolie, mademoiselle. Nous nous sommes quasiment rien dit jusqu'à l'arrivée à la maison de la radio. Le studio 104 ressemble à tout sauf à un studio. C'est une grande salle en forme d'amphithéâtre. On nous plaça aux deux meilleures places, deux faces, au premier rang du balcon qui surplombe de façon vertigineuse la scène. Ici, m'expliqua Pierre, on a un panorama idéal sur l'orchestre. Et à cette hauteur, l'acoustique est excellente. La salle se remplit. Les musiciens s'installèrent. Puis le chef apparut, petit, râblé, souriant et moins âgé que tous ceux que j'avais eu l'occasion de voir à la télévision. C'est Raphaël Frubeck de Burgos, me dit Pierre, un Espagnol, surtout connu pour ses interprétations des œuvres de Manuel de Falla. Le concert débuta avec une série de tableaux pour orchestre d'un compositeur français du XXe siècle, Jacques Ibert. En consultant le programme, je compris pourquoi Pierre avait tenu à ce que nous assistions à ce concert particulier. Chacune des pièces de cette œuvre, appelée Escale, portait le nom d'une ville. Ainsi, mon père n'avait pas été le seul à avoir cette idée. Contrairement à ce que je redoutais, je ne fus pas du tout déroutée. C'était coloré, enchanteur, agréable. Et surtout, l'orchestre avait un relief extraordinaire. Rien à voir avec ce que l'on entend à la radio. Ici, en direct, tout pouvait arriver. Pierre, qui connaissait bien l'œuvre, se penchait parfois à mon oreille. Il me désignait les trompettes, la harpe, le gong, juste avant que les instruments interviennent à l'improviste. Pendant les applaudissements, je lui confiais. Ça, de la musique contemporaine? Mais c'est génial, ça me plaît. Ce que mon père a composé me paraît beaucoup plus difficile. Oui, mais Escale a plus d'un demi-siècle. Tu évoquais l'autre jour un fameux pianiste. Eh bien, crois-moi, en voici un, c'est un maître. Au milieu des applaudissements, les musiciens puis le chef d'orchestre étaient revenus se mettre en place. Un vieil homme nerveux et sec, au sourire malicieux, arriva alors sur l'avant-scène. Il salua le public. Son visage ne m'est pas inconnu. Bien sûr, c'est celui que tu as vu sur les affiches du premier récital auquel tu as assisté. Mais oui, Amadori Corini, il va interpréter le deuxième concerto pour piano de Saint-Saëns. Pierre avait raison. Ricorini est un virtuose. Son jeu est aisé, si naturel, que tout ce qu'il interprète paraît facile. Il joue et se joue de toutes les difficultés sans effort. Soliste, chef et instrumentiste semblaient complices. Ils faisaient corps et dialoguaient. Pendant le troisième et dernier mouvement, les notes cascadèrent en parfait écho avec les vagues rapides de l'orchestre. Jusqu'au final, tout était parfaitement en place, comme dans une équation mathématique. Le public applaudit avec enthousiasme la performance des musiciens. Ricorini dut venir saluer plusieurs fois. Avant de disparaître, il adressa à la salle un geste amical, presque familier.
un geste qui m'excluait. Le soliste et son public se connaissaient depuis des années. Entre eux s'était nouée une sorte d'intimité. Aussi, j'écartais l'idée qui m'avait un instant effleuré, confier les partitions de mon père au vieux maître. Non, Rigorini était inaccessible. Ce qui n'était pas encore le cas du jeune Paul Niemand. Pendant l'entracte, je livrais à Pierre les impressions que m'avait laissées l'œuvre et son interprétation. Attends, me dit-il, le morceau de choix arrive. Il a bouleversé toute la musique du XXe siècle. Le Sacre du printemps? Mais il date de 1913. À l'époque, Stravinsky a fait scandale. Personne n'avait jamais entendu quelque chose d'aussi sauvage, d'aussi nouveau dans les mélodies et les rythmes. Lors de sa première audition, le tumulte du public a couvert la voix des instruments. Les gens scandalisés manifestaient. Beaucoup ont quitté la salle. Il paraît même que certains se sont évanouis. Bon, j'espère que ce ne sera pas mon cas. Tu vas m'aider à tenir le coup? Nos mains se trouvèrent, ainsi soudées. J'aurais pu écouter n'importe quoi. Il est vrai que le Sacre du printemps me procura une émotion inoubliable. Au départ, pas de surprise. L'auditeur est plongé dans une atmosphère mystérieuse, plus déroutante qu'angoissante. Et tout à coup, l'orchestre marque le rythme, puis éclate, enfin explose dans de formidables rugissements dissonants. L'oreille est sollicitée de toutes parts, mais le regard ne sait pas, lui non plus, où se porter. Au moment où on s'y attend le moins, les trompettes rugissent, les trombones claironnent, les violons grincent, dans d'affreux et mélancoliques gémissements. Je fus littéralement emporté par ce flot monstrueux, fabuleux, vertigineux. Je comprenais combien cette musique avait pu heurter et scandaliser le public. Aujourd'hui encore, elle me semblait audacieuse et pleine d'invention. Lorsque l'orchestre se tut, lorsque l'écho de l'explosion finale s'évanouit, un tonnerre d'applaudissements y répondit. J'y mêlais les miens, mais je me sentais épuisé, vidé, comme après une longue course d'obstacles. Autour de nous, le public commençait à se disperser. Il faisait à mi-voix l'éloge de l'interprétation du chef espagnol. Ça t'a plu? Me demanda Pierre, au milieu de la foule. En guise de réponse, je me blottis contre lui. Je voulais conserver le plus longtemps possible les impressions de cette soirée. Elles formaient un tout, mais Pierre se tenait au centre, et je voulais l'y garder.